Circonstance exceptionnelle, vous le savez, demain dimanche se joue un match de grande importance. L'équipe nationale du Bénin, les écureuils du Bénin rencontrent les éperviers du Togo dans le cadre d'un match qualificatif pour la CAN 2019. Ce match se jouera dans l'après-midi et probablement l'euphorie de la victoire tant espérée peut captiver vos attentions et vous détourner de suite des programmes de l'ORTB, raison pour laquelle ce samedi, exceptionnellement, votre émission Club Média 7 prend rendez-vous avec vous. J'ai le plaisir donc de l'animer avec bien sûr les salutations au passage de Mesme Adisso qui vous dit merci de votre fidélité habituée et accoutumée. Nous allons aujourd'hui parler, mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre, de cette tractation au Parlement dans le cadre de la crise politique que certains qualifient de crise préélectorale que nous connaissons dans notre pays depuis maintenant quelques semaines. Dans le cadre de cette crise toujours, il y a eu deux rencontres importantes au sein de notre pays, en tout cas entre les personnalités politiques. Le président Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, a été reçu par le président Patrice Guillaume Athanase Talon à la présidence de la République. Et dans le même temps, l'ancien président Thomas Boniaï était au Palais des Gouverneurs en compagnie du président de l'Assemblée nationale. C'est le président de l'Assemblée nationale qui s'est rendu auprès du président, de l'ancien président Boni Yayi. Nous parlerons également de la visite au Bénin, en tout cas du séjour au Bénin de cette délégation étrangère, notamment celle des Nations Unies conduite par Mohamed Ibn Chambas, qui ont l'intention, l'ambition d'aider le Bénin à sortir de la situation de crise. Pour en parler, avec moi sur ce plateau, deux journalistes habitués des analyses politiques. Eloge Gandaro tout d'abord. Eloge Gandaro, bonjour. Bonjour, M. Wagidi. Merci. Bonjour à tous. Merci donc de nous rejoindre encore une fois dans cette émission Club Média 7, dont vous êtes un habitué. Vous êtes le directeur de publication du quotidien Le Grand Matin. Merci de nous rejoindre encore une fois. Arnaud Demahon est en face de vous. Il est journaliste au quotidien Fraternité. Arnaud Demahon, bonjour. Bonjour James. Merci, vous aussi, d'être en notre compagnie cet après-midi, en fin d'après-midi. Donc, nous commençons cette émission, comme à l'accoutumée, par la revue de presse. C'est Ulvaeus Balogun qui la signe. Bonsoir à tous. La recherche de solutions pour sortir de l'impasse électorale dans le cadre des législatives continue d'alimenter l'actualité. En début de semaine déjà, la Nation a affiché en manchette « Session parlementaire pour des législatives inclusives », les grandes lignes des propositions de loi dérogatoires initiées. D'après le quotidien de service public, la Constitution du 11 décembre n'a pas été épargnée par les tests à modifier en vue des élections législatives sans exclusion et apaisée. Il est envisagé, selon le journal, la révision technique de l'article 80 de la loi fondamentale afin d'atteindre l'ambition de prorogation du mandat actuel des députés de la 7e législature. Une fois adoptés, les députés actuels pourront rester légalement en fonction jusqu'à fin juin prochain. Fraternité donne la même information, les propositions de loi du comité paritaire et explique qu'au nombre des suggestions du comité paritaire, on peut retenir la proposition de loi dérogatoire, modificative et complétive de la loi 2018-31 du 9 octobre 2018 portant code électoral en vue des législatives de 2019. Cette proposition de loi, en son article 3, améliore les conditions de dépôt de candidature à la Sénat. Le matinal estime pour sa part que les députés traînent les pas en précisant que la session extraordinaire ouverte lundi a été reportée au jeudi afin de permettre à tous les députés de prendre connaissance des propositions de loi dérogatoires avant la plénière. Matin Libre écrit en manchette, l'Assemblée nationale prend son temps. Le journal mentionne que 2 semaines après la rencontre entre le chef de l'État et la classe politique pour une sortie de crise électorale, les choses semblent traîner au Parlement. Et avec le renvoi de la plénière pour jeudi, le journal se demande si les députés, avec cet ajournement de 3 jours, sont toujours dans une logique d'urgence. Le Béninois libéré tente d'expliquer ce qui justifie le report des travaux et publie l'intégralité des 3 propositions de loi à examiner.
Ce journal fait remarquer que l'article 3 de la proposition de loi dérogatoire au code électoral maintient le quitus fiscal. Mieux, l'article 4 proposé veut obliger le chef de l'État à convoquer à nouveau le corps électoral en repoussant la date des législatives prévue pour le 28 avril. Là-dessus, Matin Libre écrit « Probable prorogation du mandat de la 7e législature ». Mais le journal ajoute qu'il ne s'agit que de propositions et qu'il revient à la commission chargée des lois de les entériner avant leur étude en plénière. À l'heure de l'étude en plénière, le quotidien de service public La Nation informe solution pour sortir de la crise préélectorale, l'imbroglio. Selon le journal, les députés n'ont pu examiner les 3 textes électoraux proposés par consensus par le comité paritaire, dont celui de la révision constitutionnelle. Ceux-ci ont été mis de côté par le président de l'Assemblée nationale qui a introduit unilatéralement une nouvelle proposition de loi dérogatoire à la charte des partis politiques. Le matinal révèle les tractations et titre « Le bloc de la majorité parlementaire dénonce des manœuvres » et rapporte que les députés membres de ce bloc ont dénoncé le comportement du président de l'Assemblée qui a balayé du revers de la main les 3 propositions de loi retenues par consensus par le comité paritaire mis en place par la conférence des présidents du Parlement. Pour Bénin Intelligent, le bloc républicain dénonce la rupture du consensus. Libération dans le même sens écrit « Adrien Humbedi a rompu le consensus ». L'événement précis révèle que suite à la consultation entre Adrien Humbedi et la classe politique, la révision de la Constitution est écartée et que l'Assemblée nationale va statuer d'urgence sur la nouvelle proposition de loi dérogatoire portant charte des partis politiques. La presse du jour écrit « Loi dérogatoire sur la charte des partis politiques ». La commission des lois de l'Assemblée saisie. Selon le journal, la loi portant charte des partis politiques récemment adoptée par le Parlement va connaître quelques modifications dans le cadre de la recherche de solutions à la crise préélectorale. Le potentiel pense que malgré la fragmentation du consensus, les républicains et les progressistes sont engagés sans répit pour les législatives. Mieux, renseigne le journal, les organisations de la société civile, quant à elles, estiment que le 15 mai est la limite absolue à ne pas dépasser pour installer la 8e législature. Alors que les députés sont à la recherche de consensus, le chef de l'État, Patrice Talon, initie également des rencontres. Le quotidien de service public La Nation révèle qu'il y a eu une audience entre le président de la République et la société civile. Le journal titre « Une rencontre de vérité ». À en croire le dit quotidien, l'organisation d'élections législatives consensuelles est au cœur de nombre d'initiatives et défraie la chronique à tel point que les organisations de la société civile ne sont pas du reste. Elles ont pris langue avec le chef de l'État. Fraternité en parle aussi et affiche les exigences des OSC à Talon. On retient d'après le journal que c'était un instant de vérité, mais surtout de plaidoyer. À l'occasion, le chef de l'État a rappelé que les textes aujourd'hui querellés ont pourtant fait l'objet de débats des acteurs avant leur adoption par l'Assemblée nationale. La société civile a donc plaidé pour que le chef de l'État use de son leadership pour qu'au-delà de la stricte légalité, prévale aussi la légitimité afin de préserver l'état de droit et la démocratie pour apaiser la tension suscitée. Le matinal, quant à lui, dit qu'après la société civile, le chef de l'État, Patrice Talon, a reçu l'ancien président Nicéphore Soglo. Aucune déclaration n'a été faite à la sortie de l'audience, mais le journal croit savoir que cette rencontre s'est tenue en droite ligne de la décrispation de la tension politique. Et Fraternité de renseigne davantage sur la rencontre entre le chef de l'État et l'ancien président Nicéphore Soglo. On retient que Soglo lève un coin de voile sur ses échanges avec Talon. L'événement précis rapporte que selon Soglo, le président Talon est disposé à faire baisser la tension. Parlant de la crise préélectorale, le matin croit savoir que le représentant de l'ONU, Mohamed Ibn Chabas, est au contact des acteurs politiques en vue de la décrispation de la crise politique au Bénin. Ce journal signale qu'après la CEDEAO, l'ONU est au chevet du Bénin et à l'occasion, le représentant de l'ONU a rencontré successivement le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Tchogbenou, et les 2 anciens présidents que sont Boni Yahi et Nicéphore Dieudonné Soglo. À chacune des étapes, le diplomate onusien a plaidé pour des élections consensuelles pour la préservation de la paix. Le potentiel nous apprend que Mohamed Ibn Chabas a pris langue avec Yahi et Soglo pour des législatives inclusives et transparentes. Le soleil levant plaide alors pour que l'intérêt général guide les pas car le peuple béninois attend la fumée blanche.
dimanche. En pêle-mêle à présent, on retient que le Bénin reçoit du financement dans le cadre du programme d'action du gouvernement. La nation titre 328 milliards de francs CFA levés sur le marché européen. Selon le journal, le Bénin vient de frapper un grand coup avec à la clé une consistante levée de fonds pour financer le développement national. Il s'agit là de la première émission obligataire inaugurale en euros de l'histoire des émissions internationales africaines. L'événement précis donne la même information. Le Bénin surprend 328 milliards de francs CFA d'eurobonds mobilisés pour le PAG. On retient que c'est la solidité des fondamentaux du Bénin et la pertinence du PAG qui auront motivé les investisseurs à fortement souscrire à cette émission internationale. Des ressources substantielles pour des actions de développement. Parlant des efforts d'électrification avec la mise en œuvre de la première grande centrale thermique au Bénin, la nation titre en manchette « Énergie électrique au Bénin, Maria Gleta, du rêve à la réalité ». Le quotidien écrit qu'avec le démarrage du premier moteur du projet Maria Gleta, le Bénin vient de réaliser l'un des volets phares du programme d'action du gouvernement pour qui le secteur de l'électricité est une priorité. La presse du jour titre « Un rêve devenu concret sous talon » et précise que cette infrastructure est le respect d'un engagement du président de la République de faire oublier aux Béninois les crises énergétiques qu'a connues jadis le pays. Le Matin conclut un grand pas vers l'autonomie énergétique et précise que d'ici le mois de juin 2019, les 7 moteurs de la puissante machine seront allumés pour le bonheur des Béninois. Ce sera tout pour la revue de presse de cette semaine. Ulvaeus Balogun, je suis. À la prochaine. Merci à Ulvaeus Balogun pour cette revue de presse qui est exhaustive, me semble-t-il, sur l'actualité politique nationale. Je m'en vais poser les questions qui suivent à mes invités. Euloge Gandakho, vous avez certainement souvenance de la rencontre, de cette fameuse rencontre entre le chef de l'État et la classe politique. Il disait ce jour-là qu'il attendait des propositions dans les jours qui viennent. Il se disait disposé le week-end même à recevoir ces propositions. Il donnait jusqu'au mardi suivant. Nous sommes pratiquement plus de 2 semaines après cette rencontre et nous n'avons encore aucune proposition. Faut-il dire que les députés, que les parlementaires jouent un jeu dangereux avec la patience des Béninois? Non, je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas ainsi. Parce que le chef de l'État, le président Patrice Talon, n'est-ce pas, pour montrer sa bonne foi, sa volonté, n'est-ce pas, de jouer sa partition, hein, pour que ces difficultés que le Bénin rencontre actuellement dans le cadre de la préparation des prochaines législatives, pour que le Bénin puisse trouver une issue favorable à tous ces problèmes-là, le président Patrice Talon a demandé, n'est-ce pas, que les députés, puisque c'est, écoutez, ça c'est de leur prérogative, n'est-ce pas? C'est vrai qu'actuellement, le Bénin connaît une situation très difficile. Sinon, bon, vous voyez, les partis de l'opposition qui, conformément aux dispositions de la loi, n'ont pas pu remplir les conditions, moi je le dirais ainsi, en tenant compte, n'est-ce pas, de l'étude des décisions des institutions chargées des élections, n'est-ce pas? Au niveau du ministère de l'Intérieur, il y a des formalités à remplir, il y a un certain nombre de procédures à suivre, au niveau de la Sénat également. En ce qui concerne les dépôts de dossiers de candidature, vous avez suivi avec moi tout ce qui s'est passé et il est clair que les partis de l'opposition, pour leur majorité, ne peuvent pas aller aux élections dans les conditions que nous voyons actuellement. Oui, mais quand dans ces circonstances, le chef d'État demande aux partis politiques, à l'Assemblée nationale, d'aller trouver une solution et que 2-3 semaines pratiquement plus tard, il n'y a toujours pas de solution, est-ce qu'on n'est pas en droit de croire que les députés ne sont pas en train de jouer franc jeu? Non, ce n'est pas le cas. Nous dirons plutôt qu'il y a des problèmes également au niveau de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas un silence, il n'y a pas de passivité à ce niveau. Vous êtes d'accord avec moi, vous avez constaté qu'une commission paritaire a été mise sur pied. Ces derniers jours, je crois qu'il y a quelques jours, les députés se sont retrouvés, mais n'étant pas imprégnés des dossiers, des questions en essence, ils ont dû reporter. Mais il y a des propositions de loi qui ont été déjà faites par la commission paritaire, mais également, ça pose problème, puisque vous avez entendu que le président de l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, a pris connaissance de ces propositions de loi-là et a introduit, après une séance, a introduit une autre proposition de loi, une loi dérogatoire et complétive de la charte des partis politiques. Ça veut dire qu'à ce niveau, il y a un méli-mélo.
ça veut dire que les députés, n'est-ce pas, se sont penchés sur la question, ont engagé le processus, comme le président de la République l'a souligné, mais sincèrement, à ce niveau, ils ne s'entendent pas, ils n'ont pas pu encore accorder les violons pour qu'une étude véritable soit entamée, pour que nous ayons l'espoir que d'ici à là, nous aurons les modifications qu'il faut pour aller aux élections. Donc, en fait, c'est l'état des lieux. Alors, de Mahon, il y a effectivement donc, ces propositions de loi dont nous avons entendu parler, loi dérogatoire dont on a entendu parler. C'est d'ailleurs le président de l'Assemblée nationale lui-même qui, au cours d'une sortie médiatique, est venu faire le point de ces différentes propositions du comité paritaire. Aujourd'hui, il semblerait que, plutôt que ces propositions-là, c'est un autre test qui a été introduit au Parlement. Que se passe-t-il exactement? Où se trouvent les propositions et où se trouve ce consensus tant recherché qui devrait nous permettre de pouvoir modifier les tests électoraux dans un délai qui est inférieur à 6 mois avant les élections. Et on le sait, la CEDEAO ne nous recommande pas de le faire tant qu'il n'y a pas de consensus. Oui, tout à fait, cher ami James. Vous savez que déjà, si nous avons connu un retard dans le travail au niveau du Parlement, c'est du fait des deux partis. Parce que dès lors, après les échanges avec le chef de l'État, les partis se réclamant de la mouvance présidentielle ont commencé à dire non, nous ne sommes pas concernés par des propositions parce que bon, nous sommes en règle vis-à-vis de la loi. Alors que le chef de la majorité présidentielle a dit, faites des propositions pour que nous puissions sortir de la crise. Donc, à partir de ce moment-là, on devrait s'attendre à des propositions de part et d'autre. Mais on a constaté que ce soit au niveau des Républicains ou au niveau de l'Union progressiste, on a tenu notre langage, notre discours. Nous n'avons aucun problème, donc on considère que tout va bien et que ce sont les autres qui se sont pas juste... Vous voulez dire que les membres de ces deux partis n'étaient pas des mandataires, des mandants de ceux qui ont travaillé dans le fameux comité paritaire? Oui, il y a eu des représentants. Finalement, nous avons eu l'honorable Nicolas Olé, nous avons l'honorable Barthélemy Kassa qui était dans le comité paritaire. Oui, mais est-ce qu'ils représentaient ou non Ils représentaient tout à fait, mais avant le travail du comité paritaire, il fallait faire des propositions. Ce qui a manqué au niveau de l'actualité. Donc, je dis, à ce niveau déjà, il y a eu un hic. Ensuite, vous avez vu des acteurs de l'opposition également, après cette rencontre, la montée au créneau pour dire non, nous demandons l'abrogation de toutes les lois là qui posent problème aujourd'hui. Alors qu'on sait que dès lors que nous irons dans ce sens-là, on va remettre en cause même l'existence des blocs, que ce soit républicains ou progressistes. Donc, par rapport à ça, les deux acteurs ne se sont pas bien conduits, en tout cas dans le sens de l'esprit de consensus, et on a fait des déclarations de part et d'autre qui ne nous ont pas permis de vite démarrer les travaux au niveau de l'Assemblée nationale. Et ce n'est que plus tard que chacun a essayé de revoir un peu sa position pour ensuite faire des propositions. Sinon que, au-delà des députés, l'opinion publique sait ce qui pose problème aujourd'hui. C'est la question de conformité. La question de conformité à la loi sur les partis politiques, la question de culture fiscale. Si on n'avait pas eu de problème au niveau de cette loi de conformité et au niveau de culture fiscale, on ne serait pas aujourd'hui en train de parler de crise électorale. Donc, on sait déjà où sont les goulots d'étranglement. Et si on devait faire preuve de bonne foi et faire des propositions dignes du nom pour nous sortir de l'impasse, ce qu'on n'a pas fait très tôt. Et quand vous revenez sur la question par rapport au président Adrien Mbedji, le comité paritaire a fait un travail. Je suis d'accord, où il y a eu des propositions. Mais la conférence des présidents également a demandé au président Adrien Mbedji de prendre langue avec les autres formations politiques, notamment les partis politiques de l'opposition et également d'autres personnalités, pour faire des propositions. C'est après cette différente consultation que le président de l'Assemblée nationale s'est dit la question de la révision de la Constitution, notamment la modification de l'article 80 de la Constitution, que cette question-là ne reçoit pas l'assentiment des uns et des autres après la consultation. Donc, au lieu de maintenir cette proposition dans la proposition de la dérogatoire, le président de l'Assemblée nationale a donc modifié la proposition de la dérogatoire par rapport à ce point précis. C'est pour ça que la question de l'achat de la loi portant la loi 2018-23 portant l'achat de la partie politique a été modifiée par le président de l'Assemblée nationale avant de l'affecter
à la commission des lois. Mais ça n'a pas été le cas au niveau, par exemple, du code électoral. Oui, le code électoral a été affecté en l'état. En l'état, voilà. Les propositions faites à ce niveau-là ont été affectées en l'état à la commission des lois. Mais dites-moi, est-ce que le président Adrien Mbodji était fondé à décider tout seul ou du moins à juger que la proposition de révision de la Constitution ne faisait pas consensus et qu'il fallait s'en départir par rapport dans les tests qui sont transmis à la commission des lois pour étude? Je crois qu'en tant que président, s'il n'y a pas entente, s'il y a désaccord et si ça doit faire traîner les choses ou créer des blocages, il est fondé, n'est-ce pas, à arbitrer. Moi, de mon avis. Bon, maintenant, le problème qui se pose, mais voilà qu'il a arbitré ainsi et que les autres demandent ne sont pas d'accord. Parce que lui, des il a agi, comme Anou l'a souligné, après sa rencontre avec les acteurs politiques, et les anciens présidents et tous les acteurs politiques, n'est-ce pas, qui, dans leur ensemble, n'étaient pas d'accord pour qu'on s'engage sur cette voie de la révision de la Constitution, n'est-ce pas? Bon, si tel est le cas, je crois bien que la recherche de consensus exige qu'on prenne aussi en compte ces acteurs que le président Mbodji a rencontrés. Maintenant, le problème est que le président Mbodji choisisse unilatéralement, n'est-ce pas, de modifier la loi, comme cette disposition de la loi, comme Arnaud l'a dit, c'est là que se pose le problème. Bon, puisqu'on recherche le consensus, bon, si c'était possible, pourquoi le président Mbodji n'en discuterait pas avec ceux qui ont proposé pour voir s'il n'y a pas possibilité de trouver encore un terrain d'entente pour qu'ensemble tout le monde soit d'accord, pour que cela soit mis de côté. Parmi les propositions qui avaient été faites et que le président a rapporté, le président de l'Assemblée nationale a rapporté dans un premier temps, il y a donc la révision de l'article 80 de la Constitution. Plus le temps passe, plus il semble pertinent à certains que la Constitution devrait être révisée pour que l'on ait le temps matériel pour organiser des élections propres. Est-ce qu'il ne faut pas, sincèrement, à l'heure actuelle, Arnaud, songer effectivement à une révision de l'article 80 de la Constitution, contrairement à cette levée de bouclier que nous avons observée quand la proposition a été faite? Oui, mais d'abord, ce qui est curieux, c'est que au départ, qu'on observe des acteurs de la mouvance présidentielle dire nous n'avons pas de proposition, et que subitement, au sein de du comité paritaire, ils disent maintenant nous voulons qu'on modifie l'article 80. C'est quand même tout de même curieux. Mais par rapport à cette question de prolongement des mandats des députés, il y a une jurisprudence de la Cour. Les députés avaient fait cette tentative-là il y a quelques années, où ils ont prolongé leur mandat C'est vrai que ce n'est pas les mêmes circonstances. C'est vrai que ce n'est pas les mêmes circonstances, mais puisqu'il n'y avait pas question de consensus. Mais le consensus n'envoie pas la modification de la Constitution. Le consensus, c'est par rapport à la modification de la loi électorale. Le protocole de gouvernance, de démocratie et de la gouvernance de la CEDEAO ne dit pas aller modifier la Constitution. Ce protocole-là est exclusivement relatif aux lois électorales. Le protocole dit, dès lors qu'on ne peut pas modifier les lois électorales à 6 mois avant les élections, à moins qu'il y ait consensus. Nulle part dans le protocole, on a dit de modifier la Constitution du pays. De toute façon, le protocole ne s'impose aux États que pour autant qu'ils sont d'accord pour l'appliquer. Des États peuvent bel et bien modifier les tests sans respecter ce protocole et la CEDEAO ne pourrait pas les sanctionner outre mesure, n'est-ce pas? Non, mais c'est que s'il n'y avait pas consensus, par exemple, on ne pouvait pas modifier les lois électorales à quelques mois des élections. C'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes en situation de crise que, d'ailleurs, le chef de l'État est partant pour le consensus. Et par rapport à ça, on n'a pas demandé de modifier la Constitution béninoise pour autant. Si nous voulons toucher les lois électorales, c'est pas la question, c'est de savoir aujourd'hui. La question est de savoir, est-ce que, avec le temps qu'il nous reste là, il n'est pas pertinent effectivement de modifier cet article pour donner quelques mois ou quelques semaines? Je crois que nous avions suivi récemment le professeur Joël Alivor. On peut toujours agir sur les délais. Et la société civile également est d'accord. Tout le monde. Mais en tout cas, je ne sais pas pourquoi on va donner le prérogative à une minorité de décider de la modification de l'article de la Constitution. Ce n'est pas possible. Les acteurs de la société civile ont rencontré les chefs de l'État et tout le monde a été clair. Pas question de prolonger le mandat des députés. Le 15 mai, on doit pouvoir renouveler la classe politique, on doit pouvoir installer la révision législature. On peut toujours agir sur les délais de la campagne électorale. On peut toujours agir sur la question de la convocation du corps électoral. Donc, c'est pour dire qu'on n'est pas, en tout cas par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui, on n'est pas encore obligé d'aller au niveau de la modification de l'article 80 de la Constitution. Mais on constate quand même que les acteurs s'amusent.
on fait de la théâtralisation de l'Assemblée nationale alors que nous savons que nous sommes dans une situation extrêmement difficile. Donc, il faut dire aujourd'hui, que ce soit des acteurs de la mouvance ou de l'opposition, que l'heure n'est pas à un bras de fer. Si nous continuons à jouer à un bras de fer à l'Assemblée nationale, nous mangeons le temps. Et nous n'en disposons pas aujourd'hui parce que nous sommes en situation de crise. Nous sommes dans une situation de crise. Il y a une tergiversation qui se prolonge. La convocation des députés le lundi pour une séance extraordinaire au Parlement a été reportée à jeudi. Donc, ce sont 12 heures de plus. Les tractations ne sont pas terminées à l'heure actuelle. Le temps passe, le temps s'égrène et nous allons inexorablement vers la fin du mandat de la 7e législature. Est-ce qu'il ne sera pas nécessaire, tel que l'ont proposé certains députés dans cette fameuse commission paritaire, de toucher à la durée du mandat des députés, ne serait-ce que de quelques jours, pour se donner le temps d'organiser des élections claires, propres et incontestables pour tous? Moi, je pense que tout cela doit être décidé dans l'intérêt général de la nation. Mais s'il y a des suspicions, il y a des craintes de dérive ou de complications, parce que c'est possible qu'en modifiant l'article 80, ça peut avoir des implications. D'accord? Normalement, si l'on modifie, ça pourrait faciliter les choses. Ça peut permettre, parce qu'à l'étape actuelle, on ne peut pas dire, écoutez, bon, allons-y. Il y a un programme en cours, qui est en train de s'exécuter. Voyez-vous? Donc, si c'est qu'il y avait consensus autour de cette proposition-là, je crois que c'est bon. Prolonger le mandat des députés de quelque temps, ça peut faciliter les choses et débloquer la situation. Bon, maintenant, s'il y a certains qui pensent que non, les implications, attention, nous pourrions encore tomber dans d'autres travers, je crois qu'il faut aussi tenir compte de ça. Bon, donc tout cela, ça fait traîner les choses. Et moi, je pense que ce qui se passe aujourd'hui, il faut que chaque acteur, même les députés dans leur ensemble, se disent que le consensus même, ce n'est pas la bataille pour préserver l'intérêt d'un camp ou de l'autre. Ce n'est pas ça le consensus. Quand on dit consensus, chaque parti accepte de gagner quelque chose, accepte de perdre quelque chose. C'est les concessions. D'accord? Mais tant que chaque parti va rester campé sur sa position et va vouloir à tout prix œuvrer, manœuvrer, lutter pour que, à tout prix, sa décision, cette proposition passe, je crois que nous ne pourrions pas nous sortir d'affaire. On a l'impression qu'on dit soit vous acceptez par exemple que les deux partis de la mouvance validée aillent aux élections le 28 avril, ou soit vous acceptez qu'on modifie la condition qu'on prenne le mandat des députés. On a l'impression qu'il y a un camp qui est dans ce schéma-là. Or, nous sommes en crise. Si on permet, on suppose aujourd'hui, on finit de bouffer le temps, et on dit, bon, finalement, puisque le processus électoral n'a pas été suspendu, la Sénat continue de dégainer son calendrier électoral, continue de faire des formations. Donc, à un moment donné, il faut bien que la Sénat quand même puisse nous sortir les spécimens des partis qui doivent en liste pour les élections législatives. Et la Sénat va pouvoir appliquer la loi. Donc, c'est comme s'il y a un camp qui a une volonté manifeste de dire, bon, d'accord, soit vous acceptez que nous allions aux élections avec les deux partis, en liste, en tout cas validés par l'institution chargée d'organiser les élections conformément au code électoral, ou vous acceptez quand même qu'on modifie la constitution pour pouvoir nous permettre d'organiser. Ce n'est pas normal. Quand on est dans un esprit de consensus, ce n'est pas normal. Et justement, ce consensus tant recherché, il souffre également du fait, vous m'en direz tant, que des deux partis au moins de l'opposition, notamment Restaurer l'Espoir et Force Corée.Bénin émergent, quelques heures avant l'ouverture de la deuxième séance extraordinaire, c'est-à-dire jeudi dernier, ont exigé, avant de participer aux discussions, que le certificat de conformité leur soit attribué, que les quitus fiscaux qui ont été bloqués soient délivrés, des exigences qui apparaissent à leurs yeux comme étant des préalables à toute discussion. Est-ce que dans ces circonstances-là, nous allons vers véritablement un consensus? Moi, j'ai comme l'impression que certains, délibérément, n'est-ce pas, veulent bloquer le processus ou ne veulent pas aller aux élections. Ça, il faut le dire. Parce que si déjà, on a fait le constat qu'il y a des partis de l'opposition qui n'ont pas pu obtenir ce certificat de conformité et qui n'ont pas pu remplir certaines conditions, et que l'heure actuelle, on n'évolue pas, parce que, écoutez, on aurait pu dire, bon, la Sénat, une fois que les deux partis de la mouvance ont été déclarés par la Sénat conformes, leur parti conforme à l'achat des partis politiques, alors on évolue avec ça. Ça pourrait déboucher sur une crise qui pourrait être fatale au Bénin. D'accord? Mais le président de la République a dit, mais député, mais
retrouvez-vous et trouvez des solutions. Dans ces conditions-là, moi je pense que certains partis de l'opposition ne doivent pas, comment dirais-je, être encore trop exigeants. Mais ils ont une position radicale qui risque de radicaliser la crise. Et je pense que dans une situation de crise, d'accord, chaque parti fait des concessions. Les acteurs, les leaders de chaque camp, les leaders la font preuve d'ouverture. Je crois que sans cela, moi, de mon avis, mais certaines exigences qui sont que il faut, comment dirais-je, il faut relever le ministre de l'Intérieur de ses fonctions, il faut la démission des membres de la Sénat, il faut ceci, cela, il faut retourner obligatoirement aux anciennes lois. C'est un peu trop. Puisque à l'heure actuelle, je crois qu'il n'est pas bien que ce soit l'opposition, la moindre, veuille imposer son dictat. Mais le mieux est que les partis de l'opposition se disent que nous avons quelque chose à perdre, nous avons quelque chose à gagner. Essayons de discuter, trouvons un terrain d'entente. Le consensus, c'est à ce prix-là. Chacun perd quelque chose, chacun fait preuve de concession, d'ouverture et accepte que les discussions se mènent dans ce sens-là, dans l'intérêt général de tous. Ce qui se passe malheureusement, et Eloge le déplore, c'est qu'il y a effectivement certaines parties de l'opposition ou certains acteurs de la mouvance même aujourd'hui qui posent des exigences qui font que le fameux consensus tant nécessaire pour la modification de ces dispositions législatives, ce consensus s'éloigne de plus en plus. Vers quoi courons-nous? Allons-nous vers une impasse définitive, vers véritablement un cul-de-sac, comme on dit? Moi, je ne crois pas. Je crois plutôt qu'il y a une différence parfois entre le discours des opposants et les actes qu'ils posent au Parlement. On vient devant les médias, on dit non, nous exigeons tant, si le président n'est pas relevé, ne relève pas le ministre des Fonctions, les membres de la Sénat ne sont plus dignes de ceci ou de cela. Mais au même moment, on fait quand même des propositions au niveau de la commission du comité paritaire. On propose des choses pour la modification de la loi. À quoi sert-il donc d'enflammer l'opinion publique? Donc je crois qu'il faut savoir raison garder, comme le disait le doyen tout à l'heure, il faut savoir raison garder, parce que c'est une situation de crise. Et d'ailleurs, c'est vous qui aviez d'abord problème. Et parce que vous avez problème, on dit d'accord, faisons prévaloir le consensus, et vous dites non, il faut balayer tout ce qui est là. Alors qu'au même moment où vous tenez ce discours-là, à l'Assemblée nationale, vous posez d'autres pas. Et oui, c'est vrai, il dit que parfois, par rapport aux opposants, il faut faire la différence entre les actes qu'ils posent, entre le discours de la conférence de presse et les actes au Parlement. Si vous observez très bien, la question de conformité dans la loi dérogatoire modifiant la pendant des partis politiques, si les députés avaient travaillé en commission des lois et le vendredi, on aurait peut-être pu déjà trouver une solution à cette question-là, parce que dans cette loi-là, on a essayé de modifier et on a dit dans cette loi que cette loi sera valable juste pour l'installation de la 8e législature. Et dans cette loi, on a mis des conditions pour permettre au ministre de l'Intérieur de délivrer le certificat de conformité dans un délai de 5 jours pour les nouveaux partis. Et c'est juste une déclaration. Donc, on a essayé, dans les propositions, dans la loi dérogatoire, d'enlever les goulots d'étranglement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Puisque le président de l'Assemblée nationale, M. Adé Ngwedi, a modifié la loi dérogatoire, les acteurs de la mouvance ont dit non, mais nous c'est plus le consensus, et ils n'étaient pas à la rencontre de la commission des lois. Vous voyez, ça veut dire que chacun veut tirer sur la ficelle et nous ne sommes pas à ce stade-là. Et pendant que les mouvances étaient absents, on vu la commission des lois hier, les opposants étaient là et ils ont dit mais nous avons fait preuve de bonne foi, nous sommes là pour le travail aujourd'hui. On n'a pas vu les autres acteurs. Et c'est parce que, au cours de la plénière qui a suivi, les acteurs de la mouvance ont constaté que le président de Ngwedi a affecté cette fois-ci la proposition de la loi dérogatoire par rapport au code électoral tel que prévu par le comité paritaire, qu'il n'y a pas eu grand débat où l'honorable Aken Atondé disait que c'est maintenant qu'il reconnaît son président. Mais la loi dérogatoire par rapport au choix des partis, c'est par rapport aux consultations que le président de l'Assemblée nationale a estimé que l'option de la modification de l'article 80 de la Constitution, de la révision, n'est pas. Donc je dis qu'il faut que les gens puissent, les uns et les autres puissent savoir que quand ça va éclater, nous n'avons pas où aller, nous n'avons qu'un seul pays. Rien ne va éclater, nous espérons que rien ne va éclater. Et justement, pour que rien n'éclate de dangereux, de grave pour notre pays, des personnalités encore au-dessus
de celles dont nous avons parlé jusqu'à présent. Également se sont rencontrés. Il s'agit d'une part du président Patrice Guillaume Athanase Talon, qui a reçu au palais de la présidence de la République l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Était-il pertinent que Nicéphore Soglo soit reçu par Patrice Guillaume Athanase Talon, quand on sait que Nicéphore Soglo s'est très clairement affiché comme étant de l'opposition? Non, même si Nicéphore Dieudonné Soglo s'est affiché comme étant de l'opposition, moi je pense que c'est opportun que le président de la République le rencontre. C'est bien pertinent dans la mesure où la situation que traverse actuellement le Bénin... Mais il le rencontre en qualité d'ancien président de la République et non en qualité de membre de l'opposition. Membre de l'opposition. Le président de la République se met au-dessus de la mêlée. La situation que nous traversons actuellement n'est pas une bataille qui consiste à exclure, à mettre de côté l'opposition. Le président de la République se met au-dessus de la mêlée. Le président de la République, c'est le président de tous les Béninois. Il est le président des acteurs de la mouvance comme le président des acteurs de l'opposition. Tout à fait. Et lorsqu'on est en situation difficile, le président doit se débarrasser de son manteau, peut-être qu'il le met proche de ceux qui sont les politiques, de son bord, et travailler avec tout le monde. Puisqu'il a dit, il a exprimé la volonté, n'est-ce pas, de jouer sa partition pour que le Bénin puisse trouver une issue favorable à cette situation-là. Dans ces conditions-là, comment peut-il, n'est-ce pas, rester là, au palais de la République, et uniquement discuter avec ceux qui sont proches de lui? Il est nécessaire et indispensable qu'il discute également avec l'autre parti, n'est-ce pas? C'est cela. Si cela est fait, on pourra dire le président est à l'écoute de son peuple. Puisque aujourd'hui, ceux qui sont de la mouvance, d'accord, bon, ils s'entendent. Mais ceux qui sont de l'opposition, l'autre voix, l'autre son de cloche, c'est nécessaire que le président de la République les écoute, ce qu'il a fait. Donc moi, je pense que c'est bien. Et une nouvelle fois, je crois qu'il a fait preuve d'ouverture, il a accepté de jouer sa partie, de faire ce qu'il peut pour que nous puissions avoir les partis d'opposition aux élections, qu'il y ait une participation inclusive aux élections et que les élections se déroulent dans la paix et la transparence. C'est peut-être cela que nous appelons le génie béninois. En tout cas, le génie n'a pas encore agi, nous attendons toujours, puisque de cette rencontre Soglo-Talon, pas de déclaration de sortie d'audience, mais une conférence de presse du président Nicéphore Soglo quelques heures plus tard pour faire le point. Que faut-il retenir globalement de ce que Nicéphore Soglo a dit par rapport à cette rencontre? Oui, vous savez que le président Soglo a évoqué notamment deux points, deux aspects principaux. Il dit que le président Patrice Talon est disposé à remettre en cause, en tout cas en question, les lois qui posent problème aujourd'hui et donc permettre à ce qu'on retourne aux lois qui ont permis son élection. Et un second point, que le président Talon serait prêt à accorder une amnistie à ceux-là qui sont exilés, comme l'a suggéré Monseigneur Antoine Gaye. La question de savoir, puisque nous n'avons pas la déclaration du président Patrice Talon, est-ce que c'est vraiment, en tout cas, c'est une personne, on ne dira pas quand même qu'une grande personne a menti, le président Soglo a menti, mais on dit qu'on n'a pas l'autre son de cloche pour savoir est-ce que cette déclaration du président Nicéphore Soglo, ces déclarations relatent exactement ce que le contenu des discussions entre les deux hommes d'État. Toujours est-il que, jusqu'à l'heure où nous parlons, la présidence n'a pas sorti un communiqué, même si le chef de l'État ne parle pas en personne, la présidence n'a pas sorti un communiqué pour apporter un démenti formel par rapport aux déclarations du président Nicéphore Soglo. Et à partir de ce moment-là... Encore moins de confirmation. Encore moins de confirmation, mais à partir de ce moment-là, on peut quand même dire que c'est tellement que la déclaration du président Soglo relate. Mais quand on revient à la sortie d'une audience comme celle-là, pour parler de remise en place du code électoral précédent, ou du moins de l'ossature politico-juridique qui était en place, qui a conduit à l'élection du président Patrice Talon, alors que dans le même temps, il y a un processus électoral en cours qui se poursuit. Le président Patrice Talon n'a pas le pouvoir, par lui-même, de remettre en cause de façon globale ce dispositif législatif nouveau. Est-ce que, dans cette circonstance-là, on ne risque pas de voir, même s'il ne le dit pas, le président Talon démentir ce que Nicéphore Soglo a annoncé ensemble? C'est Nicéphore Soglo qui l'a dit. Et comme l'a souligné Arnaud,
nous n'avons pas entendu, nous n'avons pas eu une déclaration du président Talon qui dit que lui, il est prêt pour, pour faire remettre en cause les nouvelles lois et pour imposer les anciennes lois pour aller aux élections. Et ça paraît bizarre, parce que, en tout cas, nous sommes dans le cadre de la séparation des pouvoirs. L'exécutif n'est pas, le président de la République n'est pas là pour imposer des lois, n'est-ce pas? Il revient c'est du prérogative des députés de l'Assemblée nationale. Donc, le président de la République ne peut pas, à l'étape actuelle, exiger ou imposer un retour aux anciennes lois. C'est pas possible. Il semblerait même que ça... Nous n'avons pas eu de déclaration, mais moi, je suis un peu étonné de ce que dit le président Nicéphore Soklo. Le président de la République peut dire, nous allons jouer notre partition. Mais cette partition-là ne pourra pas aller jusqu'à l'imposition des lois. Ce n'est pas possible. Quelle que soit la situation, il n'y a que l'Assemblée nationale qui peut légiférer. Même s'il doit y avoir dérogation, même s'il doit y avoir modification, je crois qu'il est du rôle de l'Assemblée nationale de le faire. Bon. Deuxième chose, à l'étape actuelle, je ne sais pas si une exigence, on doit exiger que tous les exilés reviennent au pays d'abord. Je ne vois pas le rapport. Il est question de loi. Je crois que tout se passe comme l'a souligné, la question de quitus fiscal, la question de certificat de conformité et autres, là, c'est les problèmes qui se posent. Arnaud et M. Badi, vous êtes d'accord avec moi que si les partis de l'opposition avaient eu leur certificat de conformité et il n'y avait pas eu d'autres problèmes, est-ce qu'ils auraient exigé le retour des exilés d'abord? Non. Je crois que si la Sénat, n'est-ce pas, au cours de sa déclaration, nous avait fait, nous avait informé que les partis de l'opposition, dans leur majorité, les FCBE, le Restaurer les Soirs, USL ont tous eu leur conformité et sont acceptés pour aller aux élections, ils n'auraient pas eu de problème aujourd'hui. Je crois que ces partis-là de l'opposition n'auraient pas dit, bon voilà, la Sénat, nos listes sont acceptées, mais maintenant, si les exilés ne reviennent pas, nous n'ont pas aux élections, ils n'auraient pas eu ça. Donc moi, je pense qu'il faut savoir raison garder. Il ne faut pas que les partis de l'opposition, maintenant qu'ils ont eu je veux dire que unanimement, on accepte que l'Assemblée se penche sur la question et modifie la pour qu'ils aillent aux élections. Il ne faut pas qu'ils compliquent les choses, créent d'autres blocages en exigeant qu'on règle la question des exilés. C'est trop, de mon avis. Il faut qu'ils fassent plus d'ouverture et de concession pour que la situation soit débloquée et pour qu'effectivement, il y ait des élections inclusives et transparentes pour que le Bénin puisse organiser tout cela dans la paix. Dans cette situation qu'un organe de presse a qualifiée d'imbroglio, il y a des médiateurs, il y a des partenaires du Bénin qui se succèdent pour essayer d'apporter leurs solutions. On a vu récemment dans une mission que l'on peut considérer comme une mission traditionnelle, la CEDEAO, se rendre au Bénin. La crise n'était pas encore aussi clairement prononcée. Aujourd'hui, le séjour d'une délégation de l'ONU laisse clairement voir, effectivement, il y a une crise. L'impasse se trouve à notre porte si on y est déjà. Cette visite d'une délégation de l'ONU vous semble-t-elle, Arnaud de Mahom, de nature à faciliter la résolution de cette crise? Oui, tout à fait. Et bien avant la délégation onusienne, nous avons eu la délégation de la CEDEAO. Et si vous vous souvenez, c'est après les échanges avec cette délégation, cette mission de la CEDEAO, c'est après ces échanges que le chef de l'État a décidé de rencontrer tous les acteurs. Au cours de cette rencontre, il a parlé du consensus. Donc, quelque chose... Il y a une de cause à effet? Non, mais je constate quand même, que c'est après la rencontre avec la mission de la CEDEAO que, quelques heures après, on a eu la rencontre avec tous les acteurs de tous les partis politiques où la question du consensus a été remise en selle. Donc, par rapport à ça, déjà, je dis que ces différentes missions qui sont au Bénin jouent quand même leur partition. Et contrairement à sa mission de constat habituel que nous avons par rapport à notre pays, notamment parce que le Bénin, c'est quand même une grande démocratie. Le Bénin, c'est quand même un pays respecté en Afrique et dans la sous-région en matière de démocratie. Contrairement à sa mission ordinaire où la CEDEAO constate simplement l'organisation des élections, cette fois-ci, la CEDEAO a été un peu plus loin pour pouvoir jouer en quelque sorte une médiation entre les acteurs pour dire, sachez raison garder, il faut quand même qu'on puisse faire prévaloir l'esprit de consensus. Et si nous n'étions pas en matière de crise, on ne serait pas en train d'aborder donc cette question-là aujourd'hui. Donc, je crois que c'est très bien que ces institutions internationales-là puissent décider quand même de jouer leur partition. Que peut apporter Mohamed Ibn Chambas dans ce processus à l'heure actuelle, quand on voit les acteurs politiques se tirer encore dans les pattes
faire approcher le processus et ensuite le faire voler en éclats et recommencer à négocier. Que peut apporter une délégation internationale de l'Organisation des Nations Unies? Oui, c'est toujours important. Parce que lorsqu'il y a une situation du genre, n'est-ce pas, et qu'il n'y a pas une délégation, hein, c'est en fait la communauté internationale, n'est-ce pas, qui suit avec une attention particulière ce qui se passe en Afrique et particulièrement au Bénin actuellement. Le Bénin n'est pas une exception. C'est arrivé dans d'autres pays. Donc qu'on ne dise pas que bon, c'est parce qu'ici nous sommes dans une situation dramatique. Non, non plus. Et qu'on ne pense pas que ces missions dont vous parlez sont arrivées pour juger ou pour sanctionner. Pas du tout. Les missions, que ce soit la CEDEAO ou une délégation de l'UE, ne sont pas venues pour dire que bon, le pouvoir en place, c'est la dictature, c'est ceci, cela. Nous sommes venus pour leur donner des injonctions, pour remettre les choses en ordre. Non, pas du tout. Nous avons les lois qui régissent la République ici. En fait, ces missions arrivent souvent pour s'imprégner et pour voir le niveau de préparation des élections et en fait pour exhorter les acteurs à faire en sorte qu'il y ait entente, accord et à faire en sorte que les élections se déroulent dans la paix. Donc, ils n'ont rien à imposer, ils n'ont pas de sanctions. Donc, c'est leur rôle, simplement. Mais c'est nécessaire, vous le savez, parce que lorsqu'il y a une situation difficile et la communauté internationale intervient, n'est-ce pas, et rencontre tous les acteurs, parce que la mission dont nous parlons, la CEDEAO et les Nations Unies ne sont pas venus uniquement pour rencontrer les acteurs de la mouvance, ni pour rencontrer uniquement les acteurs de l'opposition. C'est tous les acteurs et même la société civile. Donc, et à chaque niveau, il faut observer, voyez-vous, le Bénin, c'est un pays de paix. La démocratie béninoise est un modèle et essayez, faites l'effort de vous entendre, travaillez dans ce sens-là, dans l'intérêt général, faites en sorte qu'il y ait consensus, que les élections soient inclusives, se déroulent dans la paix pour que vous demeuriez un modèle en Afrique. Donc c'est simplement ça. Donc c'est nécessaire. Encore mot sur cette situation, Eloge Gandaro, êtes-vous optimiste quant à une sortie de crise prochaine? Moi, je ne veux pas être pessimiste. Par le passé, le Bénin a connu des problèmes, des difficultés dans le cadre de la préparation des élections. Moi, je ne veux pas encore dramatiser ou être alarmiste pour dire que nous sommes à un stade, à un niveau où vraiment tout est perdu et que c'est grave, on ira à l'affrontement. Pas du tout. Je crois que le génie des Béninois, s'il y a réellement cette volonté-là, ça peut traîner, ça peut prendre du temps, mais moi, je crois bien que ce qui se passe actuellement, et étant donné que les citoyens béninois, puisque en fait le pouvoir appartient au peuple, si entre ceux qui gouvernent aujourd'hui et ceux qui sont de l'opposition, il y a des accords, ils n'arrivent pas à s'entendre, la population, le peuple qui est souverain, qui a en réalité le pouvoir, si le peuple également contribue, parce qu'en fait, nous, notre devoir n'est pas de laisser les deux camps, les deux partis, s'affronter, lutter, non. Il est temps que les citoyens eux-mêmes parlent pour lancer des appels, que ce soit la mouvance, que ce soit le porte politique. Écoutez, nous avons quelque chose à sauver. Si vous allez vous laisser la situation dégénérer et aller à l'affrontement, écoutez, les gens de la mouvance ne pourront pas s'échapper. Sur l'opposition, c'est nous tous qui avons péri. Donc faisons en sorte qu'il y ait entente, qu'il y ait consensus. Laissons nos intérêts de côté, travaillons dans le sens de l'intérêt général pour que les élections puissent se dérouler dans la paix et dans la transparence. Et vous, Arnaud de Mahon, à observer cette situation, on a vu, j'ai peut-être omis d'en parler, le président Adrien Mbouedi se rendre chez l'ancien président Boni Yayi. Est-ce que tous ces efforts-là, dans le sens de ce consensus tant attendu, vous semblent aller dans la bonne direction et peuvent nous sortir de la crise? Oui, j'ai la faiblesse de croire que nous n'irons pas jusqu'où certains pensent que nous allons sortir de cette situation de crise. Nous avons l'habitude de nous faire peur dans ce pays. Et je crois que même ça se fait toujours à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une première. On a l'habitude de débuter, on a l'habitude de chamailler, de faire du bruit. On en a eu encore le vendredi passé. Mais au finish, on arrive toujours à s'en sortir. Et j'espère toujours que cette fois-ci, on va y parvenir. C'est vrai que, vous parliez tantôt des missions de la CEDEAO et de la mission onusienne, c'est là peut-être l'intérêt de ces missions-là. Parce qu'aujourd'hui, il manque au plan national d'acteurs neutres. Vous voyez, c'est vrai que vous parliez tantôt de la rencontre de chefs d'État. Ce que un ami à moi appelait les Agbalagba dans ce pays, des gens qui sont au-dessus, mais vraiment au-dessus de toute la mêlée. Aujourd'hui, comme Gantin ou comme Monseigneur de Souza, peuvent encore sur cette médiation. Aujourd'hui, apparemment, nous manquons de cette médiation-là. Nous manquons de ces acteurs-là. On a l'impression qu'on n'a plus d'acteurs neutres pour dire aux uns et aux autres, calmez-vous, voilà dans quelle direction nous devons y aller. Et c'est pour ça que je dis une fois encore que nous avons intérêt certainement à écouter cette voix-là des missions
que ce soit de la CEDEAO ou de la mission onusienne, pour nous dire si, au plan national, nous n'avons plus de gens pour nous dire taisez-vous, ou bien pour vous dire là vous allez dans cette direction n'est pas la bonne. Aujourd'hui, nous avons intérêt à écouter ces gens-là pour ne pas aller au-delà de ce que nous vivons déjà. Et surtout dire aux députés, si vous prenez le temps de faire toute cette bataille à l'Assemblée, il ne faut pas oublier qu'après le vote de la loi, il y a la phase de la Cour constitutionnelle, il y a la phase de la promulgation de la loi. Et si entre-temps, la Cour trouvait des trucs à corriger dans la loi, on va renvoyer la même loi à l'Assemblée nationale, alors que nous sommes dans une question, nous sommes pressés par le temps, donc nous n'avons pas intérêt à l'Assemblée nationale à continuer d'agir sur le temps. Pendant qu'une crise politique semble se dérouler dans le pays, quand même sur le plan économique, engrange encore des succès. On parlera quelques secondes de cette levée de fonds sur le marché international, le marché des eurobonds. 328 milliards de francs CFA, sauf erreur de ma part, c'est ce que le gouvernement béninois a pu décrocher sur ce marché international. C'est la première fois qu'un pays africain s'en va chercher de l'argent donc sur le marché européen et obtient un tel montant. Est-ce que ça fait partie de cette confiance que les acteurs de la finance internationale placent dans notre pays? Tout à fait, ça fait partie de la confiance. Parce que vous savez très bien que ça ne se donne pas à coup de tête et au hasard, n'est-ce pas? Tout cela, ça fait objet d'études, ça fait de recherche, de concertation, de discussion, ainsi de suite. Donc, les réformes, dans ce sens-là, ne peuvent pas balayer tout cela du revers de la main. Parce qu'aujourd'hui, ceux-là suivent de près ce qui se passe dans nos pays africains. Comment nos pays africains sont gouvernés, sont gérés. Et lorsque vous initiez de telles réformes, n'est-ce pas? Et lorsque vous faites l'effort, vous-même, chez vous, dans ce sens-là, n'est-ce pas, pour lutter contre les pratiques malsaines et bien d'autres pratiques de mauvaise gouvernance qui, par le passé, n'ont pas permis à vos pays d'avancer, si vous, vous les mettez en confiance, je crois que ça peut déboucher sur ce que vous avez eu. Donc, ce n'est pas mauvais, c'est une preuve patente, il ne faut pas le banaliser. Parce que, écoutez, actuellement, nous avons besoin des ressources pour faire développer un pays. En dehors de tout ce que font les gouvernants, nous avons besoin de ces ressources-là. Et ce n'est que sur la base de la confiance, des actes que nous posons au quotidien, que ceux-là peuvent avoir cette confiance en le Bénin et puis nous octroyer ces opportunités-là. Autre signe de ce que le Bénin fait encore des pas en avant, c'est Maria Gleta, la première des 7 moteurs de la centrale électrique de Maria Gleta, le premier des 7 moteurs, bien sûr, a commencé à fonctionner. Et voilà donc un nouveau succès pour le Bénin sur le plan énergétique. Oui, tout à fait. Mais je constate quand même que nous avons toujours des coupures d'électricité. Parce que, surtout avec la mise en marche de ce moteur-là, parce qu'avec la capacité de production, on dit que ça prend en compte plus de la moitié des besoins en matière d'énergie au plan national. C'est-à-dire que même si, en tout temps, on a eu un problème avec les pays voisins, on ne devrait pas observer autant de problèmes au plan énergétique. Ce moteur qui a démarré, ce n'est pas que la centrale distribue déjà de l'énergie, c'est pour dire justement, cher ami James, que habituellement, pour ce que nous voyons dans les États à côté, les gens font plusieurs essais. Ils font un certain nombre d'essais et puis finalement se disent, bon, ça peut aller. Est-ce qu'aujourd'hui, cette centrale-là, comme vous l'avez dit, cette tribune-là aujourd'hui, nous donne déjà cette production énergétique-là. Donc nous souhaitons quand même, c'est déjà bien que, puisque par le passé, on a vu, on a injecté, on a englouti des milliards, des dizaines de milliards. Voilà, on n'a rien eu. C'est pour ça qu'on dit le problème parfois, c'est la question de la gouvernance, la bonne gouvernance. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on constate qu'on a mis de l'argent cette fois-ci et il y a quelque chose qui se dessine et c'est déjà salué. Merci à vous, Arnaud Demaron. Merci à vous, Euloge Gandaro. Vous étiez donc sur le plateau pour évoquer dans Club Média 7 exceptionnel de ce samedi la question de la crise politique qui se déroule dans notre pays. Merci d'avoir pris part à cette émission. Je vous inviterai pour d'autres occasions. Ce sera sans doute avec Mesme ou avec moi-même sur ce plateau. C'est un plaisir de vous recevoir, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro de Club Média 7 et surtout, bonne chance aux écureuils pour le match de demain.